J'espère que vous allez bien, parce que les gens dont on va parler dans cette vidéo, eux ils vont un peu moins bien. Aujourd'hui on va parler de meurtre, disons les choses clairement. J'avais envie de tester ce nouveau format dans lequel je parle d'histoires un petit peu plus dark, mais toujours avec des connexions avec la science. C'est un petit peu différent de ce que je fais d'habitude, mais ça fait plaisir de tester de nouvelles choses. Cette fois on va pas péter des géodes, mais plutôt péter des crânes, et c'est pas des pommes qui vont se retrouver dans l'acide, mais carrément des corps entiers. Ça me fait penser que j'ai pas mal de trucs assez dangereux dans mon studio en fait. Bref, s'il y a bien un domaine dans lequel la science permet de faire des folies, c'est lorsqu'il s'agit de résoudre des crimes. De la simple effraction jusqu'au meurtre, la police scientifique bénéficie d'un certain nombre de moyens techniques et scientifiques à sa disposition. Et ça afin d'élucider tout type d'enquête. Des techniques vraiment parfois incroyables qu'on va explorer aujourd'hui ensemble. L'idée étant de s'appuyer sur des histoires réelles, des crimes sordides, afin d'expliquer comment la science est intervenue pour démêler tout ça. C'est ouf. Évidemment, vu le thème, on va parfois parler de trucs un petit peu durs, un petit peu trash. Vous êtes prévenus, on peut y aller. Est-ce que vous êtes prêts? Bienvenue dans Crime et Science, nouveau format, épisode 1. Alors sans plus tarder, ouvrons la première affaire, le premier dossier, la sombre affaire du perroquet justicier. Notre histoire se déroule dans le quartier de Pleasant Grove, à Dallas. Nous sommes le 24 décembre 2001. Ce soir-là, pourtant, ce n'est pas la magie de Noël qui va éclabousser Kevin Butler, mais son propre sang. Alors que les familles préparent le réveillon sous le soleil texan, l'homme rentre chez lui après son travail. Il dirige une entreprise spécialisée dans les piscines, rien d'étonnant dans un état où la température atteint facilement les 36 degrés en été. Kevin se détend donc chez lui, en attendant de rejoindre ses proches pour dîner tous ensemble et d'échanger quelques cadeaux. Mais avant ça, il doit s'occuper de son compagnon ailé. L'homme a en effet l'habitude de recueillir chez lui des animaux abandonnés, et de bien s'en occuper. Depuis quelque temps, il a pris sous son aile l'oiseau laissé par son ancien colocataire, nommé tout simplement Bird. Un nom vraiment banal pour un oiseau qui ne l'est pourtant pas. Bird est un cacatoès blanc. Préoccupé par le bien-être de son animal, avec qui il est lié d'amitié, Kevin Butler ne voit pas les deux ombres qui se faufilent dans sa maison. Deux hommes, dont l'un visiblement bien alcoolisé, s'approchent de lui. S'ensuit une lutte intense, à l'issue de laquelle Kevin se retrouve ligoté, puis poignardé et battu à mort. Tandis que la nuit de Noël tombe sur Dallas, les paupières de l'homme se referment à tout jamais. Bon, le lendemain matin, sur la scène de crime, les enquêteurs restent tout d'abord perplexes face au véritable chaos qui leur fait face. Kevin Butler est ligoté au sol avec un câble électrique, il gît dans une mare de sang et semble avoir souffert de multiples coups de couteau à l'abdomen et au torse. Sa gorge est également tranchée et il porte sur son corps des marques de multitudes de coups. Soudain, quelque chose attire le regard des policiers. Près du cadavre, ils trouvent une plume, puis deux, puis 3. C'est en fait plusieurs dizaines de plumes blanches qui traînent un petit peu partout dans la pièce. Et dans un coin, recroquevillé dans l'ombre, une petite silhouette blanche tachée de sang. C'est Bird, l'oiseau de Kevin. Alors lui aussi, il semble avoir souffert. Il lui manque une patte et tout comme son maître, il a été poignardé. Vraiment, ils ont poignardé un oiseau en fait. Donc Bird, l'oiseau, il a pas survécu à ses blessures. Mais si les tueurs en voulaient à Kevin, pourquoi ils en sont attaqués à l'oiseau? Sur un interrupteur près de la porte d'entrée, les enquêteurs relèvent des traces de sang. Après analyse, ils réalisent que ce sang n'appartient pas à la victime ni à son oiseau. Et là donc, le scénario de l'attaque devient un petit peu plus clair. Si Bird a été poignardé, c'était pas par simple cruauté, mais pour se défendre. Le sang appartient donc à l'assassin. Le scénario se confirme lors d'un examen plus poussé de l'animal. Son bec et ses griffes sont maculés du même sang retrouvé sur l'interrupteur, ainsi que celui d'un autre homme. Après une analyse de l'ADN extrait, un nom ressort de la base de données de la police, Daniel Torres. L'homme est interpellé et sa culpabilité ne fait aucun doute. Il est recouvert de griffures et de marques du bec, sur son crâne, sur les bras, etc. Son complice sera également arrêté, son beau-frère Johnny Serna, qui est en fait l'ex-employé de Kevin Butler, la personne qui s'est fait assassiner. Et l'idée venait de lui. Il voulait tout simplement se venger de son ancien patron, qu'il avait licencié et avec qui s'était disputé pour des questions d'argent. La dispute a clairement bien dégénéré, vu qu'ils l'ont attaché, tabassé, poignardé et tué en fait. Ça a vraiment dégénéré. Mais voyant son maître se faire violenter, le cacatoès s'est précipité sur les agresseurs. Et tout simplement, il les a recouverts de coups de bec et de griffures. C'est un fou, c'est un malade. Torres a donc ensuite poignardé Bird avec une fourchette, et les deux hommes se sont ensuite enfuis. Mais avant ça, Torres s'est essuyé le sang qui coulait de son front avec sa main, et donc il a éteint la lumière. Mauvaise idée, parce que du coup, c'est les fameuses traces de sang sur l'interrupteur. Pas hyper malin, voilà. Les deux hommes prendront par la suite 2 peines de prison à perpétuité, tout ça grâce à un oiseau fidèle à son maître. C'est incroyable. Lors du jugement, le procureur déclara « L'oiseau a parlé, il nous a parlé, nous savons que cet oiseau attaque quiconque attaque son maître, et qui a-t-il attaqué ? Daniel Torres. Si l'oiseau leur a parlé, c'est aussi le cas de l'ADN des meurtriers. Dans les séries policières, on voit souvent la police scientifique analyser l'ADN retrouvé sur les scènes de crime, mais comment ça marche en fait ce truc? Comment est extrait l'ADN et comment il est ensuite analysé? À partir d'un seul cheveu, d'un peu de sang, de salive, de tout fluide corporel, on peut obtenir des molécules d'ADN. Dans certains cas, c'est carrément des poils de chien ou de chat qui ont été analysés et qui ont permis d'incriminer le suspect. Ouais, parce que si les vêtements du tueur sont recouverts des poils de son chat, en fait il est tout à fait possible qu'il en mette sur sa victime, donc on peut faire corrélation.
Mais pour pouvoir analyser l'ADN, il faut d'abord pouvoir décrocher cette fameuse molécule de son support. Et ça ensuite en la mettant dans un milieu aqueux. Toutes les autres substances susceptibles d'interférer vont être éliminées. Et ça afin de conserver que les molécules d'ADN. Mais bien souvent, c'est pas assez pour pouvoir procéder à une analyse plus poussée. Il faut donc avoir recours à un procédé bien particulier qui va permettre de copier ces molécules et ensuite de les amplifier. Cette amplification d'ADN in vitro porte un nom qui était encore inconnu il y a genre 2 ans, mais aujourd'hui il est connu de tout le monde, c'est la réaction de polymérase en chaîne, en anglais Polymerase Chain Reaction, et pour faire un peu plus court, PCR. Et ouais. Dans un test PCR, il est question de répliquer l'ADN du virus, et ça afin de mieux l'identifier. Et donc, même principe dans la police scientifique, on analyse l'ADN afin de retrouver le coupable, sauf que là, c'est un humain. Alors du coup, l'amplification par PCR se déroule en 3 étapes. Premièrement, la dénaturation. On chauffe l'échantillon d'ADN à 95 degrés Celsius afin de séparer les deux brins. Une fois que c'est fait, vient alors la seconde étape, l'hybridation des amorces. La température est baissée entre 50 et 60 degrés Celsius, et de petites amorces viennent se fixer sur les parties d'ADN à copier. Des amorces dont la séquence est complémentaire de celle présente à chaque extrémité de la séquence d'ADN du gène. C'est maintenant l'heure de la 3e étape, la polymérisation, ou élongation. Une enzyme très spécifique, l'ADN polymérase, est utilisée afin d'allonger le brin manquant sur chaque séquence d'ADN, tout en recombinant les deux brins avec d'autres nucléotides. C'est une véritable machine à tricoter les gènes. Ainsi, à partir d'un seul segment d'ADN, on en obtient 2. En renouvelant le cycle encore et encore, il est ainsi possible d'obtenir des milliards de copies en un temps record. Lors de cette étape, les différents fragments sont marqués à l'aide de molécules fluorescentes, les fluorochromes, et vous comprendrez bien pourquoi par la suite. La réaction en chaîne par polymérase nécessite toutefois de travailler dans un milieu ultra stérile, et ça sous peine de contaminer les échantillons. C'est notamment une des raisons pour laquelle il ne faut absolument pas toucher une scène de crime sans les protections adéquates, sinon ça peut tout fausser. Bref, après avoir obtenu suffisamment d'ADN, on passe au génotypage, aussi appelé séquençage. Une autre technique de pointe est utilisée, c'est l'électrophorèse capillaire. On fait passer les fragments d'ADN dans un tube capillaire sous l'influence d'un champ électrique. C'est ouf. Et ça tout en les excitant via un laser. Les fameux fluorochromes dont je parlais plus tôt, eh bien ils vont réémettre la fluorescence, permettant ensuite à une caméra de capturer leur spectre d'émission. Alors ouais, c'est compliqué, mais ça marche bien. En gros, on fait briller les bouts d'ADN, c'est joli, alors on prend une photo de comment ils brillent. On filtre ces signaux lumineux qui permettent de dissocier les différents fragments. On utilise ensuite un logiciel qui va décrypter tout ça, en révélant les données sous la forme d'un électrophorégramme. C'est en gros un genre de graphique avec des pics de différentes tailles et de différentes couleurs. Un expert interprète ces résultats, en tire si possible un profil génétique simple, qui est ensuite rentré dans la base de données. En France par exemple, on a le fichier national automatisé des empreintes génétiques, ou FNAEG. Si le même profil ADN est déjà présent dans la base de données, la correspondance peut se faire. En l'occurrence, dans notre histoire, l'empreinte génétique de Daniel Torres était déjà enregistrée dans leur fichier. Oups. Alors toutes ces étapes, aussi impressionnantes soient-elles, on pourrait se dire c'est fou, en fait elles sont exécutées en quelques heures. Donc en fait c'est assez rapide. En défendant son maître avec courage, Bird a pu donc fournir aux enquêteurs un truc très précieux, l'ADN des meurtriers. Se faire mettre en cage par un oiseau, c'est vraiment un truc de ouf. Si t'as capté le jeu de mots, c'est ouf, quand même. Les kakatoès sont des oiseaux réputés pour avoir un fort caractère, et souvent a priori ils en font qu'à leur tête. Mais ils développent quand même un lien très très fort avec la personne qui s'en occupe. Et si elle s'en occupe bien évidemment. Un lien parfois si fort que l'animal déprime en l'absence de son maître. Allant même jusqu'à s'arracher les plumes. C'est un peu abusé ça par contre. Quand on sait que l'animal peut vivre jusqu'à 60 ans, en adopter un c'est vraiment l'engagement d'une vie en fait. C'est ton meilleur pote après. Et à la fin effectivement tu lis des liens de dingue avec lui. Leurs cris sont très bruyants, mais ils sont quand même capables de répéter quelques mots, ou de siffler des petits airs, et ça bon... C'est quand même un peu mignon, voilà. Si on combine la loyauté du kakatoès blanc avec sa taille imposante, à savoir 50 cm, bah les tueurs s'en sont clairement pris à la mauvaise personne ce jour-là. Ou plutôt, au mauvais oiseau. Bien joué Bird, hein, quand même. Même si t'aurais clairement mérité un nom un peu plus cool. Genre... gros carnage. Une autre anecdote rapide concernant un oiseau justicier, justement. En 2015, un perroquet présent durant le meurtre de son maître, qui a été tué par balle par son épouse, répéta par la suite à la police à de multiples reprises « Don't shoot ». Ne tire pas. Et ça, en plus, en imitant la voix de son maître. C'est abusé. Il a été choqué par la scène et donc il répétait les mots prononcés par son maître juste avant sa mort. L'histoire, elle avait fait pas mal des gros titres, et même si le témoignage du perroquet n'était malheureusement percevable, bon, voilà, on peut comprendre, il y avait suffisamment de preuves pour que la meurtrière finisse en prison. Comme quoi, même si les chiens sont considérés comme le meilleur ami de l'homme, bah a priori, les perroquets, kakatoès, tout ça, ils sont pas loin derrière, je pense. Hein. Bref, cette histoire était incroyable, elle a été résolue par la science, par un animal, bref, c'est fou vraiment. C'est le premier épisode de J'espère un nouveau format qui pourra peut-être vous plaire. On va parler d'histoires sordides, un petit peu glauques, qui ont été résolues grâce à la science. Donc voilà, n'hésitez pas à débattre et à me dire ce que vous en avez pensé. C'était très cool à faire, si vous voulez soutenir, mettez le petit pouce en l'air comme d'habitude, et puis vous pouvez vous abonner pour ne jamais rien louper de ce qui se passe sur la chaîne, et moi je vous dis à très bientôt, comme d'habitude, car la science n'attend pas. Salut!